Nous allons parler avec Nicole Duplay, zoologue, que nous allons rejoindre maintenant. Mieux comprendre quelle est la réalité des parcs nationaux à la fin de ce siècle. Voilà ce que nous vous proposons ce soir. Thank you. Bonjour Nicole. Bonjour Olivier, bienvenue à Kruger. Merci beaucoup. Alors nous allons vous suivre comme ça pendant toute cette émission. Ici dans le parc Kruger, il paraît que le problème de la surpopulation des éléphants est vraiment l'un des problèmes les plus épineux du parc. C'est vrai, c'est un problème qui d'ailleurs est unique en Afrique parce que ce parc a énormément d'éléphants et ils se portent très bien, trop bien. Mais j'ai une idée, on devrait aller voir Ian White, le grand expert, qui justement est par ici. Bien, parfait. Ian! Hi, Nicole. Hi. Let me introduce you. Olivier Mine. Hi, Olivier. Ian Pleased to White. meet you. Hi, Nicole. Ian. Ian va chercher les éléphants avec des radios émetteurs, des femelles avec leurs jeunes, tout près d'ici. Ça vous intéresse? Parfait, oui, on peut le rejoindre par voiture. Certainement. We'll join up with you later by car. Okay. Okay? Good. Great. Right. Happy Yeah, hunting. See you there. Yeah. Bien Nicole, en fait en quoi consiste ce recensement fait par Ian White? Ian White cherche les groupes de femelles dont la femelle dominante porte un collier émetteur et il peut reconnaître à partir de son avion la fréquence exacte de ce collier et de ce groupe. Mais pourquoi en fait observer des groupes d'éléphants par avion? Eh bien pour voir s'il y en a plus ou s'il y en a moins, la composition du groupe, où il se trouve exactement dans le parc. C'est en fait le départ du travail fait autour de ce problème de surpopulation des éléphants au Kruger Park? Oui, tout à fait, il faut connaître presque chaque individu. Alors là on se dirige vers où? On se dirige vers Ian qui va nous retrouver dans son camion et on va se rapprocher beaucoup plus près des éléphants, qui peuvent d'ailleurs être dangereux. Non, je vous suis, hein, je fais confiance. Voilà, nous sommes à 10-15 mètres de ce mâle impressionnant. Et comme vous pouvez le remarquer, il est en train de manger tranquillement. Il n'a pas vraiment l'air de se soucier de notre présence. Hein. Oh, il est tout à fait conscient que nous sommes là, mais c'est un mâle très cool. Oui. Et d'une minute à l'autre, si tout d'un coup une mouche le piquait, eh bien, il pourrait charger sur nous. Mais là, tout va bien. On en voit un autre, Oui. un plus jeune qui est derrière nous. Peut-être, si vous le verrez mieux, en vous reculant un tout petit peu. Il a l'air relativement calme lui aussi. Lui hein. aussi, très calme. On est assez encerclé parce qu'il y en a donc un là, il y en a un juste derrière vous Nicole, j'ai vu l'arbre bouger de manière assez significative et puis le jeune là. Voilà. Autant dire qu'on est dans le royaume des éléphants ici. Hein. Mais si le grand mâle ne donne pas le signal, les autres vont se tenir tranquilles aussi. Et on les entendra barrir presque toujours. Avant, ils donneront quand même un petit signal d'alerte. Alors ça ne va pas se passer dans le silence complet. À partir de quand peut-on dire dans un parc, tiens, on a trop d'éléphants, le territoire du parc ne suffira pas à les contenir? Eh bien, dans un parc aussi bien géré que celui de Kruger, ils ont une idée très précise de combien d'éléphants ils ont. Et en 96, ils ont arrêté tout abattage d'éléphants et se sont concentrés sur la translocation des éléphants. Ah, celui-là nous dit bonjour. Celui nous dit bonjour. Bonjour éléphant. Ah, il nous dit même bonjour. On peut parler, On peut parler. mais ne pas bouger. Bien d'accord. Il faut dire qu'on vient d'ennuyer sur son territoire. Ne pas bouger. Ne pas bouger. On n'est pas très tranquille. Hein. Ne pas bouger.
sont très beaux, mais là on vient d'avoir très peur. Ah bon? Plus d'une tonne face à soi. Plutôt 6 tonnes. 6 tonnes. Il reste très vigilant par rapport à nous, il continue de nous observer. Mais oui. S'il se mettait à charger en quelques secondes seulement, il serait sûr de nous suivre. Oh oui, certainement. C'est bien. Cela me rassure totalement. Bien, alors nous parlions comme ça gentiment de la surpopulation des éléphants dans le parc Kruger. Ne pensons pas un seul instant, bien sûr, que l'individu dont nous parlions allait s'immiscer dans la conversation. Nicole, aujourd'hui, est-ce que vous disiez donc que les abattages avaient cessé? Il y a eu plusieurs méthodes pratiquées. On a essayé la stérilisation des femelles. Il paraît que ça a été un fiasco complet. Oui, parce que c'était un essai nouveau et on a fait un implant qui stérilisait la femelle pendant 6 mois. Mais malheureusement, il y a eu un déséquilibre hormonal qui a fait que ces femelles aient donné l'impression d'être en réceptivité tout le temps. Alors les mâles arrivaient et vraiment gênaient beaucoup ces groupes de femelles avec leurs enfants et elles étaient très stressées. Et donc ce n'était pas du tout désirable en fin de compte. Est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, la gestion de cette population d'éléphants arrive à être suffisamment bien maîtrisée pour que l'équilibre au sein du parc soit préservé? Il y a un plan qui est à l'étude pour qu'il y ait des zones avec moins d'éléphants et des zones avec plus d'éléphants pour que la végétation puisse se remettre. Et aussi, la translocation, c'est un succès, mais c'est pas une méthode où on peut bouger des nombres importants. Justement, puisqu'on parlait de translocation, nous allons voir dans un petit instant comment se pratique donc cette méthode qui permet donc de prendre un éléphant et puis de le transporter ailleurs dans un territoire équivalent de manière à ce qu'il puisse être paisiblement heureux en un autre endroit. Mais auparavant, nous allons partir au Yémen, dans le massif montagneux de ce pays. Un scientifique est parti pour répertorier tous les serpents qui s'y trouvent. Et du travail, Ne bougez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas. Notre ami l'éléphant est de retour. He had the last word, Ian. He did. Il a eu le dernier mot. Voici de retour en Afrique du Sud, au parc Kruger, avec Nicole Duplay qui nous accompagne tout au long de cette émission des Nouveaux Mondes. Nous avons parlé au début de cette émission des problèmes de surpopulation d'animaux dans des parcs nationaux aussi importants que le Kruger. Et aujourd'hui, eh bien, avec le problème des éléphants qui sont en grand nombre ici, nous allons assister ensemble à ce qu'on appelle une translocation. Qu'est-ce qu'exactement qu'une translocation, Nicole? Eh bien, dans ce cas-ci, c'est la translocation d'un éléphant mâle adulte qui pèse aux alentours de 6 tonnes, oui, mesure 3,50 m de haut. Donc l'éléphant va être rabattu par l'hélicoptère vers nous. Et on va le tranquilliser, le mettre dans un camion, le transporter plusieurs centaines de kilomètres dans un autre parc national et le relâcher. Ici, l'éléphant est, par son nombre, est un des gros problèmes du parc. On peut dire que c'est le plus gros problème du parc? Oui, parce qu'il y avait en 1994 7600, 7700 éléphants, parce qu'on les recense à l'éléphant près, et maintenant il y en a 600 de plus. Donc c'était le nombre optimal, maximal, 7700. Maintenant 8400, c'est beaucoup trop. Alors dans la colonne qui nous suit, on remarque qu'il y a toute une infrastructure quand même importante pour cette translocation. Je suppose que c'est une opération délicate. Oui, mais le moment dangereux, c'est lors du rabattage, avant qu'il soit tranquillisé, où tout d'un coup, il peut, s'il est en rut par exemple, être pris d'une crise de panique ou chargé. Mais une fois qu'il est tranquillisé, on ne craint absolument rien, et lui non plus, parce qu'il est à l'abri, il ronfle, il dort, et il n'entend pas que tout le monde s'affaire auprès de lui. Nicole, il est là, ce qui veut donc dire que l'éléphant ne devrait pas être loin. On va le voir. Oui, on le voit là-bas. Oui, il est sous l'arbre. Il est sous l'arbre. Oui, oui. Il croit qu'il passe inaperçu. Il est superbe. Il arrive. Il est superbe. Il est vraiment très très grand. Il arrive. Il se faufile parmi les arbres.
tube hein, déjà. Oui, il a reçu son tranquillisant. Là, D'avoir un animal comme ça, si près de soi, en milieu sauvage, c'est impressionnant. il va tituber vers l'arrière. Oh là là, ça Oh là, y le est, pauvre. ça y Oui, est. hop Oh, et voilà. Oh, tout de suite, on se précipite pour pour protéger son œil. Voilà, tout de suite, Oui, parce qu'il faut bien dire une chose à vous qui nous regardez, c'est que l'animal ne souffre en aucune manière pendant toute cette opération. Non. Tout est fait pour qu'il ne souffre pas. Absolument, et c'est vraiment la règle numéro 1. Tout se passe très rapidement et c'est devenu presque un art. Et l'animal ne souffrira absolument pas. Voilà, les services vétérinaires sont maintenant autour de lui. On va peut-être s'approcher tout doucement. Alors, on lui a mis des bandes aux pieds pour le maintenir immobile, pour qu'il ne se débatte pas, d'une part, mais aussi pour le maintenir tout d'une pièce sur le treuil. D'après vous, entre les opérations de stérilisation qui avaient été initiées à un moment donné, après la période qui avait aussi permis de donner la pilule aux femelles éléphants, est-ce que vous pensez que cette solution-là est la moins pire pour la gestion de la surpopulation des éléphants? Oui, dans un certain sens, oui, mais il faut avoir assez de parcs pour les transporter. Donc c'est une solution, dans un certain sens, à court terme. Et on ne peut pas en transporter suffisamment, on ne peut pas trouver des parcs qui ont suffisamment d'argent pour payer cette translocation qui est hyper chère. Parce que c'est le parc accueillant qui voilà, finance c'est le client. l'opération. Voilà, on est en train de le soulever. Ça va être très impressionnant. Ah, c'est par les pieds qu'on le soulève. C'est par en fait. les pieds. On le positionne bien, on fait très attention. Toujours ne pas le blesser. Ne pas le blesser et le positionner pour qu'il ne perde pas l'équilibre. Quand cet éléphant va arriver donc dans l'autre parc, est-ce qu'il sera solitaire ou bien il s'intégrera à un autre groupe de mâles? Je pense qu'il s'intégrera assez rapidement. D'abord, en arrivant dans ce parc, il ne connaît rien. Il ne connaît pas là où se trouvent ses arbres favoris, car les éléphants, et une des raisons pour le fait qu'un éléphant peut mettre un parc dans un état désertique ou presque, quand il y en a trop, ils ont leurs espèces d'arbres favoris, leurs buissons. Parce qu'un animal de cette taille-là mange d'abord au moins 12 à 16 heures par jour et mange 300 kilos de tout, de feuilles, d'épines, de fruits, d'écorces. Quand on a auparavant commencé les translocations, je suppose qu'on devait prendre des éléphants plus jeunes. Est-ce qu'on a été confronté à des comportements bizarres qu'on ne connaissait pas? Oui, tout à fait. Ils ont eu un comportement de délinquants juvéniles. Ils s'attaquaient aux rhinos, ils s'attaquaient aux voitures. Et il n'y avait pas un mâle plus âgé pour lui dire non, 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 on ne fait pas ça. Alors pendant qu'on parle, les opérations continuent. Et voilà, alors là, il faudra de nouveau qu'on parte pour ne pas gêner. La machine aide, mais il faut quand même bon nombre d'hommes encore autour de l'animal. Non, mais surtout des hommes qui savent ce qu'ils font. Et se lever. Celui qui reste le dernier, c'est donc... C'est le vétérinaire, oui, c'est le vétérinaire. Voilà, on l'entend, vous l'entendez? Joe Gobbler, oui. Because it's wider, right? Yes. So that's where we wake it up. As soon as it's awake, we just push it through to the other side. That's all we're doing Ah here. oui, d'accord. En fait, au départ, la première pièce du camion est beaucoup plus large que la deuxième, de manière à ce qu'il puisse rester allongé. Puis si vous regardez bien au fond, ça se réduit légèrement de manière à ce qu'il puisse être stable pendant le transport, droit sur ses pattes. Let him come.
laisser alors comme ça maintenant se réveiller tranquillement. Et puisque avec Nicole nous parlions de la manière dont les éléphants s'organisaient en société, nous allons maintenant voir que les araignées, elles aussi, apprennent à vivre ensemble. Et depuis longtemps, c'est en Guyane qu'on a trouvé cette espèce d'araignée-là. Le problème, c'est qu'on ne comprend toujours pas comment elles communiquent entre elles. Soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre sur France 2. De prends. Nous sommes dans les Nouveaux Mondes et en toute simplicité, en pleine savane, je m'occupe de déplacer un lion très lourd. Il doit faire certainement plus de 300 kilos. Et avec le docteur Grobler, nous l'avons endormi, oui, on peut dire ça comme ça, pendant un moment, afin de pouvoir pratiquer sur lui une série d'observations et d'études qui permettront de savoir si cette communauté d'animaux ont ou non des maladies importantes qui malheureusement s'attaquent de plus en plus à eux. Nous sommes toujours avec Nicole Duplay, qui nous suit depuis le début de cette émission. Et Nicole, tout est bien entendu mis en œuvre pour qu'aucun des animaux qui sont endormis ne soit blessé ni heurté pendant toute la manipulation. Madame a été endormie il y a un instant, monsieur vient d'arriver auprès d'elle. Le problème des maladies liées aux félins est un problème grave pour le parc Kruger. Les problèmes sont de plusieurs ordres. Oui. D'abord des problèmes comme la tuberculose qui s'attaque au bétail et ils mangent les buffles qui ont cette tuberculose dans le parc et leur système lymphatique est affecté et au bout d'un certain temps, s'il y a des carences, de la tuberculose se propage dans tout leur système. Alors tout à l'heure, on assistait au fait de voir le docteur Grobler, donc vétérinaire du parc Kruger, pratiquer des prélèvements sur la lionne. Ça va être le cas également concernant ce lion, qui est vraiment, alors je vous assure franchement, très impressionnant, même de près comme ça, endormi. Oui, c'est un couple du reste, la femelle est réceptive et il s'accouple pour Vous voulez dire qu'elle est en chaleur donc? Elle est en chaleur. Et pendant une semaine, il s'accouple quelquefois 150 fois. 150 fois pendant une semaine? Oui. Là, on va lui prendre une prise de sang tout de suite pour savoir s'il est porteur d'un virus immunodépresseur du chat, le sida du chat. Oui. Et aussi, ils vont faire un test pour savoir s'ils sont porteurs de tuberculose. Est-ce que les maladies domestiques dont on parle pour les félins sont liées aussi à la proximité des villages qui bordent le parc? Certainement, du village et les animaux domestiques, tels que le chat domestique, le bétail, tout ça peut aider à propager des maladies qui sont portées par le bétail domestique. Est-ce qu'on peut parler de problèmes liés à la conservation d'espèces ou bien non? Non. Aucun souci de ce point de vue-là? Non, non oui et non. Je vous écoute, vous savez, Nicole, mais je regarde également si notre ami est toujours en train de dormir. Oui, il est en train de dormir. Mais les lions se portent bien dans les parcs naturels et les réserves. Mais en dehors des réserves, ils sont tués par les fermiers. Il n'y en a quasiment plus. Alors on en trouve seulement dans les parcs nationaux et ils se portent tellement bien à Kruger comme vous voyez, ils sont bien nourris, ils ont tous les deux mangé très récemment que c'est au détriment d'autres espèces comme le licao par exemple. Alors, pour ce qui est d'une opération comme celle-ci, d'une opération vétérinaire, il faut bien le dire, ce sont pas des amateurs qui pratiquent ce genre de manipulation. On est resté ici avec Nicole tapis dans l'obscurité de la savane pendant de nombreuses heures à attendre que ces deux beaux spécimens n'arrivent. En fait, la méthode est assez simple, c'est le piège, c'est tout simplement le piège. Oui, on apporte un animal qu'on a abattu, on l'enchaîne à un arbre et on joue des bruits assourdissants de hyènes et de lions pendant des heures aussi, pour qu'ils pensent qu'il y a justement un grand festin et ils viennent voir ce qui se passe. Là, elle va se réveiller bientôt. Mon Dieu. Oui, elle se réveille un peu vite quand même.
Elle se réveille un peu vite. Oh. Ah. Donc, voilà. Bien. Oh là, mais elle est beaucoup plus quand même forte que ce qu'on pensait, puisque normalement elle aurait dû mettre pratiquement une demi-heure pour se relever. C'est encore une fois nous que ça Elle arrive. marche, c'est incroyable. Look at this. Bien, mais nous allons le laisser se réveiller maintenant gentiment et laisser les vétérinaires terminer l'ensemble des tests qui sont pratiqués donc régulièrement sur ce type d'animaux, car en fait ce genre d'observation, d'études vétérinaires sont pratiquées assez régulièrement au sein du parc. Oui, ils sont. On les soigne très très bien. Si j'étais à Lyon, j'aimerais être au parc Kruger parce que je sais que mon médecin serait tout proche. Si c'est peut-être dans une prochaine vie. Qui sait? Ou pourquoi pas un requin citron. Car voilà où je vous propose d'aller maintenant, c'est aux Bahamas pour aller les rejoindre. Là-bas, on les étudie aussi, on ne les endort pas, mais on essaie de les attraper en grand nombre pour leur glisser une puce électronique sous la peau afin de mieux les observer encore. Nous sommes toujours en Afrique du Sud avec Nicole Duplay, aujourd'hui à la recherche d'un léopard en pleine savane. Nous sommes en fait un peu en dehors du Kruger Park, à Sabi Sabi. Et Nicole, d'après ce que vous me disiez, trouver un léopard en pleine journée, c'est pratiquement mission impossible. C'est très difficile. Ils se cachent très bien et aussi on les voit très mal parce qu'ils préfèrent un terrain touffu, broussailleux, près des rivières. Mais je crois qu'en cherchant bien, nous pouvons les trouver. Ça demandera beaucoup de patience. Je vois rien. David, slow down. Do you see anything there? Do you see a leopard there? Yes, I can see through there. Yeah. Là. Moi aussi, je vois. Ah oui, oui. Ah oui. Hein? Oh, c'est formidable. Un animal très rapide, je suppose. Oui, mais c'est un animal qui chasse par surprise et puis qui tout d'un coup saute sur sa proie ou son adversaire, qui prend la gorge et qui étouffe et écrase la gorge, et puis ensuite qui traîne sa proie d'habitude jusqu'à un arbre ou un buisson, et qui reste avec sa proie pendant 1 ou 2 jours jusqu'à ce qu'il l'ait consommée. Mais en le mettant dans un arbre, la proie n'est pas prise par une hyène ou un autre prédateur. Et voilà. Elle a disparu. Et elle s'est cachée juste derrière ce petit buisson et on ne la voit plus. On va essayer de la trouver par l'autre côté. David, can you do a loop here? C'est pas sûr. Eh bien la voilà. Ok David, fine, stop. C'est étonnant. Oui, mais elle s'approche un petit peu de nous quand même, Nicole. Oui, là. mais ne vous en faites pas. Ah oui. Non, elle ne va pas sauter à bord. Mais comment en êtes-vous sûr? Parce que pour lui, ce véhicule ne comporte pas de danger. Mais c'est un félin auquel je prête beaucoup d'espoir, contrairement par exemple au guépard, qui est très menacé. Le léopard s'adapte bien dans des conditions difficiles et des conditions très différentes. Il peut même vivre dans les banlieues des villes, parce qu'on ne le voit pas. Et il peut manger presque n'importe quoi. Donc il a beaucoup plus de chances de survie qu'un guépard qui doit avoir une grande savane pour voir loin et courir à toute allure, rattraper une gazelle. Bien, mais souhaitons bonne chance à ce léopard. Puis maintenant, nous allons nous intéresser aux chiens sauvages qu'on appelle lycaons. Ils sont extrêmement menacés sur tout le continent africain. Avec Nicole Duplay, nous allons rejoindre Gus Mills, qui est un spécialiste des carnivores, reconnu mondialement pour ses connaissances concernant les lycaons.
pleine savane. Et Nicole, pour tout dire, derrière nous, eh bien, c'est une famille de lycaons. Enfin, une famille. Parle de famille, de clans, de groupes de lycaons. Oui, c'est un clan. C'est un clan, en fait. Alors, Gus Mills nous a maintenant rejoint. Alors, que sont exactement que ces lycaons? Well, they're very social carnivores. They live in packs. They hunt mainly impala, and they have a great deal of cooperation and care for the young, and they're endangered. Eh bien, comme nous avons dit, ils vivent dans des clans et ils sont très sociaux. Et ils chassent d'une manière coopérative, chacun dans l'autre, à courir après la proie, à la fatiguer et finalement à l'attraper. Et quels sont alors les grands dangers qui guettent le lycaon? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les clans sont moins importants qu'hier? Les êtres humains et aussi évidemment le danger pour tous les animaux d'Afrique, la perte de l'habitat, la surpopulation humaine. Et les lycaons ont aussi, un peu comme les hyènes, une réputation défavorable. Alors on les chasse, on les tue parce qu'on pense qu'eux tuent trop de proies, ce qui n'est pas du tout vrai. Bien. Thank you, Gus. Thank you. Thank you very much. Thanks, Gus. Puisqu'on parlait du lycaon qui a donc pas mal de problèmes aujourd'hui dans la savane, on va s'intéresser maintenant à un autre animal dont vous me disiez que lui, heureusement, une certaine adaptabilité lui permet aujourd'hui de n'être pas dans cette dynamique de déclin, c'est la hyène. Oui, c'est mon animal favori. Du reste, à Kruger, la hyène. Mais nous allons aller trouver des hyènes parce que j'ai entendu qu'ils avaient trouvé une proie de lion, que des restes que les lions avaient laissés, et nous allons les voir à la tombée de la nuit. Nous voici maintenant en pleine nuit, en train de guetter les hyènes qui s'approchent de nous un peu plus chaque instant. Des hyènes donc qui ont, comme vous le disiez Nicole il y a un instant, un mode de vie très différent des lycaons. Oui, d'abord, ce sont des prédateurs très efficaces, nocturnes, qui mangent à peu près n'importe quoi. Donc ils sont là, elle est en train d'appeler les autres, il y en a deux, il y a un petit bébé là. C'est bizarre la réputation qu'on leur fait, car elles ont quelque chose de sympathique en même temps, non? Elles sont très sympathiques, ce sont des prédateurs très intelligents, qui sont très adaptables à des conditions différentes. Ce sont des prédateurs, par exemple, qui un jour peuvent être charognards et le lendemain tuer leur propre proie, et même la voler, par exemple des lions. Ils ont des mâchoires incroyablement puissantes. Ils peuvent déchirer la peau d'un éléphant ou d'un rhinocéros, ce que un lion ne peut pas faire. Et en voilà une qui arrive tout près. J'ai vu une hyène aussi près, là. Mais expliquez-moi... Ah, regardez le petit. Oui. Mais Nicole, comment peut-on déterminer qu'on a affaire à une femelle ou à un mâle? Moi, très sincèrement, je vois pas trop la différence d'ici. Eh bien, c'est très difficile. Très difficile parce que, figurez-vous que la femelle a un pénis érectile, comme le mâle, et elle a même des testicules qui sont factices. Le mâle est plus petit, et évidemment, il a un pénis aussi, mais tout à fait normal. Elle a donc tous les attributs du mâle, et pourtant, ça ne lui sert à rien. Oui, c'est vrai, mais on pense que d'abord les hyènes femelles sont dominantes, sont la tête du clan, donc c'est très important qu'elles aient l'air dominantes. Mais c'est unique chez les carnivores que la femelle ait un appareil génital externe si proche du mâle. Mais on va laisser cette famille, plus que cette famille, ce clan entier de hyènes terminer ce repas de lion. Et puis nous allons nous intéresser, nous, alors à des bébêtes un peu plus petites quand même. Il s'agit de fourmis et de guêpes. Figurez-vous que ces fourmis arboricoles, elles sont présentes en Guyane et elles n'ont rien trouvé de mieux que de vivre en symbiose avec les guêpes afin de se protéger.
nous retrouvons pour la fin de cette émission des Nouveaux Mondes en Afrique du Sud toujours, en présence de Nicole Duplay, avec pas mal d'émotions vécues depuis le début de cette émission, Nicole, dans un endroit qui, je le disais au tout début de la soirée, est considéré donc comme d'abord le plus grand parc naturel ici en Afrique du Sud, mais également comme un endroit qui aide à préserver une partie de cette nature si riche. C'est vrai parce que c'est un parc qui est grand, 20 000 km² et qui détient beaucoup d'espèces menacées dans une proportion, quand on compare aux proportions de l'ensemble de l'espèce, très grande. Il y a 10% par exemple des rhinos noirs, il y a 250 rhinos noirs, mais il n'y en a que 2500 en Afrique. Alors justement, ces rhinos noirs, tout à l'heure nous en avons approché un, et c'était un moment particulièrement émouvant puisqu'ils sont très difficiles à voir comme ça quand on se balade dans la savane. C'est très difficile à trouver, et en plus le rhino noir est un animal d'un caractère difficile, il est acariâtre, il est bigleux, et donc il se laisse très difficilement approcher. C'est pour ça que pendant que nous évoluions tous les deux dans les hautes herbes, sous bonne garde d'ailleurs, parce qu'il y avait des rangers avec nous pour nous protéger, on ne l'a pas trouvé tout de suite en fait. Il n'était pas évident de tomber immédiatement dessus. Parce qu'il aime les fourrés, il aime vraiment, il se nourrit d'ailleurs de broussailles, de buissons, et il se cache donc très bien. Et puis vous m'aviez dit surtout, pas un bruit, on ne se parlera pas pendant toute la durée de cette progression. Oui, parce qu'il entend très bien. Et la moindre parole, et il fonce, il ne pose pas de questions, et c'est 1000 kilos de chair et d'os qu'il charge. Comment faire quand justement un animal comme celui-là s'emballe? Il faut s'accroupir et se tenir immobile pour faire le rocher, et à ce moment-là, il ne vous voit plus, et il perd son point de repère, et quelquefois il perd son intérêt aussi, il repart. C'est une espèce très menacée, à un niveau critique, et elle est menacée surtout à cause du braconnage. Parce que, par exemple, les grands seigneurs du Yémen utilisent la corne de rhino pour la poignée de leur dague. C'est une tradition ancestrale, bien. Et ils sont prêts à payer des monts d'or parce que le prix de la corne de rhino vaut bien plus cher que son pesant d'or. Et c'est vendu dans l'Extrême-Orient comme en Chine, c'est à base de poudre, on s'en sert comme une aspirine. Ah bon? Et aussi dans certains pays, on fait des fines lamelles de la corne et qu'on vend comme un aphrodisiaque. Mais ça, c'est un marché tout petit comparé à la dague du Yémen. Vous, depuis très longtemps, vous êtes une femme de combat, vous vous êtes mobilisée très vite contre ce genre de trafic-là et contre bien d'autres. Aujourd'hui, quel est votre regard posé sur la situation mondiale? Est-ce que des parcs nationaux comme le Kruger Park sont une solution pour ce qui est de la préservation de certaines espèces? Les parcs nationaux du monde entier, il y en a fort peu, mais ils ont un rôle très important à jouer, parce qu'ils détiennent une énorme biodiversité d'espèces. Et alors on peut voir la faune et la flore comme elles devraient être partout en Afrique. Quand on parlait des éléphants, et Dieu sait comme on les a vus de près ces éléphants, vous nous disiez que le gros problème de l'éléphant c'est son territoire en fait. Et c'est revenu sur pas mal d'animaux, la notion de territorialité. Or le problème c'est que la surpopulation humaine empêche ces animaux en fait de vivre dans ces territoires. Est-ce que ce pourrait être aussi là une des raisons de la disparition de certaines espèces contre laquelle là l'homme ne pourrait rien faire malgré sa bonne volonté? Si l'animal vit par exemple sur une toute petite île, bien, son territoire est défini. Si l'île est recouverte de population, il n'y aura plus cette espèce. Et ça se passe, par exemple, à Madagascar, entre autres. Donc, certains animaux, dans un certain sens, sont voués à l'extinction parce qu'ils sont trop spécialisés ou trop localisés géographiquement. Tout ça est relié. Il y a toujours cause et effet dans la nature. Pour ce qui est de la relation avec l'être humain, aujourd'hui, quel est pour vous le bilan que l'on pourrait faire en cette fin de siècle? Eh bien, si nous comparions le début de ce siècle à la fin, je pourrais dire que j'ai tout à fait confiance dans l'être humain pour continuer à surpeupler la planète, continuer à la polluer, continuer à croire que tout va bien et qu'on a tout à fait les capacités d'avoir toujours une solution. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que nous puissions trouver une solution rapide pour beaucoup d'espèces dont nous ne connaissons même pas le bénéfice pour l'homme, puisque l'homme est égocentrique. Il y a beaucoup d'espèces végétales qui sont à la base de nos médicaments. Mais peut-être il y a par exemple un buisson ou cette feuille ou quelque chose qui pourrait
contenir une solution pour le sida ou autre chose. Pour ce qui est du 21e siècle, vous pensez néanmoins qu'on pourra encore trouver des Édens comme ceux-là, ou bien ça risque aussi d'être un des dangers, c'est-à-dire de voir ces territoires préservés se réduire de plus en plus? Mais il y a deux aspects. D'abord, la chose la plus difficile à sous-peser, c'est les intérêts économiques et politiques de l'endroit, du pays, de chez nous. Et ils sont très étroits d'habitude et ils ne voient pas large, ils ne voient pas globalement. Tout d'un coup, le parc Kruger peut devenir un terrain de chasse, quelquefois. C'est une décision largement politique et économique. Mais je crois que si on peut perdre notre complaisance et si on peut être actif, pas actif globalement, pas essayer de sauver la planète, mais être actif chez soi, il faut vraiment que les gens prennent ça à cœur, parce que c'est leur avenir, c'est non seulement leur avenir, c'est l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. En fait, c'est votre leitmotiv depuis toujours, c'est penser globalement mais agir localement. Ah, c'est un bon leitmotiv, je veux bien l'adopter. Oui. Pour ce qui est de vous, justement, en étant en contact avec cette nature, quel enseignement vous a-t-elle donné? Eh bien, elle m'a tout d'abord donné énormément de joie et de plaisir. Vraiment, je fais un travail de plaisir d'abord. Et ensuite, la nature, malheureusement, se défend mal et surtout ne parle pas. Il y a peu de lobbies pour la nature qui vraiment puissent surmonter les intérêts politiques et économiques. Donc on peut dire que si on regarde un peu plus autour de soi et si on s'inspire davantage de cette nature, on peut songer à un avenir meilleur concernant les rapports entre l'homme et le monde sauvage. Oui, c'est vrai, il faut s'en inspirer parce qu'elle vous portera à l'action. Il faut oublier l'apathie, il faut la laisser au XXe siècle, on n'a pas le temps au XXIe siècle, il faut agir. Écoutez, merci en tout cas infiniment de nous avoir guidés tout au long de cette émission et de nous avoir fait découvrir un autre aspect de ce monde sauvage et de cette nature. Merci à vous également de nous avoir été fidèles tout au long de cette émission et on se retrouve très bientôt sur France 2 pour de nouvelles aventures dans les nouveaux mondes.